Bonjour mesdames et messieurs, merci d'être avec nous. Merci d'être avec nous pour ce webinaire organisé par l'Uniden et les Échos, le Parisien événement. Alors on parle de réindustrialisation, jamais facile à dire, et de lutte contre le réchauffement climatique. Et Agnès Pannier nous fait le plaisir de nous rejoindre cet après-midi. Voilà, ministre déléguée à l'industrie. Agnès Pannier, bonjour. Bonjour, bonjour Sharon Bashbraud. Merci d'être avec nous. Alors, on vient de quitter Barbara Pompili, qui nous a quittés pour aller au Sénat. Alors, vous allez pouvoir nous éclairer sur des points essentiels qu'on vient d'aborder. Le sujet de la réindustrialisation verte est au cœur du plan de relance que vous avez lancé à l'automne. Et il est capital en ce moment parce que l'industrie traverse un passage délicat et qui pourrait s'avérer encore plus délétère après des années de désindustrialisation. Et dans un contexte où on accélère l'ambition de lutte contre le réchauffement climatique. Alors, ce plan de relance, c'est 1,2 milliard d'euros pour subventionner le secteur manufacturier et l'inciter à réduire ses émissions de CO2. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, Madame la Ministre, et nous expliquer comment ces fonds sont déployés, comment ces premiers jalons sont mis en œuvre? Oui, tout à fait. Alors, peut-être pour repréciser ce qu'est le plan de relance. Le plan de relance, c'est 100 milliards d'euros. Et c'est 100 milliards d'euros qui sont consacrés à la transformation écologique, transformation numérique de notre appareil de production au sens large et de nos activités agricoles, activités de mobilité, activités de logement, activités de production, en l'occurrence l'industrie. Sur ces 100 milliards d'euros, il y en a 30 qui sont consacrés à la transition écologique et énergétique. Et vous avez raison de mentionner l'enveloppe de 1,2 milliard d'euros qui va être consacrée à l'accompagnement de la réduction de l'empreinte CO2 des sites industriels, notamment des sites industriels les plus émetteurs. Mais je veux aussi mettre en perspective que nous consacrons 1 milliard d'euros à la relocalisation, qui mathématiquement, et votre démonstration est excellente, mathématiquement va réduire l'empreinte carbone parce que nous avons la chance d'avoir une électricité très largement décarbonée et donc de la production d'un produit réalisé dans un pays qui n'a pas ce énergétique, auquel s'ajoutent les émissions de CO2 du transport de la marchandise, font qu'on réduit l'impact d'émissions de CO2 de notre empreinte française en relocalisant. Et puis, nous allons également consacrer 20 milliards d'euros à l'accompagnement de l'innovation. Et dans l'innovation, les grands chapitres de l'innovation vont également être autour de la réduction de notre empreinte carbone. On peut penser notamment au projet hydrogène, mais je vais y revenir. Sur les 1,2 milliard d'euros, nous avons lancé des appels à projets dès septembre avec Barbara Pompili, et notamment 2 appels à projets qui visent à améliorer l'efficacité énergétique de nos sites industriels. Et nous avons 70 projets pour l'équivalent de 850 millions d'euros d'investissement au total pour décarboner ces différents sites. Et nous avons également lancé un deuxième appel à projet qui vise à compenser le surcoût d'un site industriel qui utilise de l'énergie décarbonée par rapport à de l'énergie fossile. Ce qui fait que dès 2020, nous aurons 200 millions d'euros qui seront consacrés à ces 2 appels à projets et avec des sites qui bénéficieront d'un soutien qui sera d'ailleurs annoncé demain puisque nous avons fait les premières sélections de projets et de sites. Notre ambition, c'est de réduire massivement l'empreinte carbone de sites ciblés avec des projets dans lesquels nous partageons les risques entre l'entreprise et la puissance publique. L'enjeu derrière de produire avec des énergies bas carbone, c'est aussi nous donner les moyens de réduire les fluctuations des prix auxquels sont sujettes les sources d'énergie fossile. Donc ça peut être un enjeu de compétitivité pour les sites en question et de meilleure prévisibilité de leurs prix. Et nous faisons l'hypothèse que le sens de l'histoire, ça va être un sens de normalisation et d'accentuation du marché carbone avec un prix de la tonne carbone qui devrait augmenter au fil des années. On peut l'imaginer,
Et donc, toute tonne carbone évitée avec un coût raisonnable devrait nous permettre d'améliorer économiquement et gagnant écologiquement. Très bien, c'est très clair. Alors, une action sur les sites industriels, les sites industriels existants et une action sur les procédés de production. Donc, sans déflorer ce que vous allez annoncer demain, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les technologies et les projets qui ont été sélectionnés dans les premiers appels d'offres ? Oui, demain j'irai sur le site d'Innova à Tavaux dans le Jura. L'entreprise produit du sel solide par concentration de saumure. Je n'ai pas besoin de revenir sur ce qu'est la saumure. Grâce au soutien de l'État, le site pourra électrifier ce procédé d'évaporation de l'eau qui fait apparaître du sel cristallisé. Et comme l'électricité utilisée est décarbonée, puisqu'elle est nucléaire, elle permettra d'économiser 1,2 million de tonnes de CO2 par an. 1,2 million de tonnes de CO2 par an sur 20 ans, c'est l'équivalent de l'empreinte carbone de l'ensemble des habitants de la ville de Besançon, 100 000 habitants sur une année complète. Donc, vous voyez, c'est très concret et nous avons comme ça une histoire par site. On est évidemment positionné sur des secteurs qui sont intensifs en termes d'utilisation de l'énergie. On va retrouver dans les dossiers qui nous remontent des dossiers autour de l'acier, autour du ciment, autour certains dossiers de l'agroalimentaire. Nous regardons, je dirais, projet par projet, quel est le coût de la tonne carbone évitée. En moyenne, nos dossiers se positionnent entre 7 à 10 euros de coût de la tonne carbone évitée, ce qu'on considère être raisonnable. Et notre enjeu ensuite, c'est d'investir massivement technologiquement pour aller trouver des solutions qui soient encore moins coûteuses. C'est notamment l'enjeu de l'hydrogène. Alors l'enjeu de l'hydrogène, c'est la compétitivité à long terme, bien évidemment, vous l'avez en tête. Il y a beaucoup de questions aujourd'hui des industriels et de la société civile sur l'avenir d'EDF, sur l'avenir du nucléaire qui constitue un élément essentiel de la compétitivité des entreprises avec une électricité bas carbone, peu chère. Est-ce que pour garantir cette compétitivité, est-ce qu'il faut investir dans le nucléaire ? Mais bien sûr, et d'ailleurs nous y consacrons 500 millions d'euros. On a la chance en France d'avoir un mix énergétique qui est justement fortement décarboné à cause du nucléaire. De ce fait-là, nous avons des savoir-faire et des compétences dans le nucléaire. Et le fait de ne pas investir dans ce secteur nous ferait perdre ces compétences et ces savoir-faire. Alors qu'on sait que si on veut réussir en 2050 notre transition énergétique, nous avons besoin d'une base de nucléaire. Nous n'avons pas évidemment nécessairement besoin d'avoir autant de nucléaire dans notre mix énergétique que nous en avons aujourd'hui. C'est une question d'équilibre que nous allons trouver, mais nous avons besoin de cette base nucléaire parce que l'avantage du nucléaire, c'est que c'est une énergie qui ne fonctionne pas par intermittence, comme beaucoup des énergies renouvelables sur lesquelles nous sommes en train d'investir. Le deuxième élément de notre stratégie énergétique, c'est d'investir massivement dans les énergies renouvelables avec le pari que la structuration de ces marchés et l'innovation nous permettra d'avoir des prix qui vont converger progressivement vers des prix compétitifs au mégawattheure produit. Et donc, c'est le pari que nous faisons, bien sûr, sur les éoliennes marines, sur d'autres secteurs du jeu. Et c'est le pari que nous voulons faire aussi sur l'hydrogène, car il ne s'agit pas de produire de l'hydrogène gris, mais bien de l'hydrogène décarboné, soit assis sur le nucléaire, soit assis sur des énergies renouvelables. Et là, on a un enjeu de technologie. Aujourd'hui, l'écart de prix de compétitivité entre l'hydrogène gris et l'hydrogène vert n'est évidemment pas en faveur de l'hydrogène vert, mais l'investissement que nous souhaitons faire, notamment au service de la recherche et de développement, c'est de permettre de mettre en place des preuves de concept et de trouver les solutions qui nous permettront effectivement de trouver et de produire de l'hydrogène vert compétitif et de développer en France une chaîne industrielle des électrolyseurs, par exemple, qui soit au rendez-vous et puisse permettre de produire cet hydrogène vert.
Nous sommes légèrement en retard par rapport à l'Allemagne, il faut le reconnaître. C'est pour ça que, peut-être à la différence de l'Allemagne, nous allons commencer par nous concentrer sur l'industrialisation avant que de dérouler des enjeux d'infrastructure et d'équipement du territoire. Très bien. C'est très clair, c'est très clair. Un plan d'investissement en 2 étapes. Monsieur De Warenne a une question pour vous, Madame. Oui, Madame la Ministre. Je voulais simplement rebondir sur ce que vous venez excellemment de présenter et vous dire qu'effectivement, nous, on a choisi ce titre de redéploiement industriel parce que je trouve que vous l'avez particulièrement bien illustré. C'est-à-dire la problématique n'est pas pour nous, industriels, de réinvestir sur l'industrie, sur les procédés de grand-papa. C'est évident, c'est d'investir sur des nouveaux procédés bas carbone. Alors, il y en a certains qui sont, comme on dit, sur l'étagère, mais il y en a beaucoup qui sont en fait des ruptures technologiques qui supposeront beaucoup d'énergie, et notamment beaucoup d'électricité. On commence à le mesurer, les besoins d'électricité seront considérables pour électrifier notamment les fours électriques, par exemple, passer de fours à gaz à fours électriques, mais les procédés eux-mêmes. Donc il y aura un besoin d'électricité absolument considérable, et vous avez répondu sur cet aspect-là. Donc le mot de redéploiement nous paraissait assez adapté, et je pense que vous l'avez très très bien illustré sur les problématiques d'hydrogène, enfin toutes les problématiques de futures technologies et d'accompagnement nécessaires sur ces technologies bas carbone, ou de ruptures technologiques qui seront extrêmement capital intensives, et sur lesquelles on aura besoin de moyens d'aller bien au-delà de ce qu'est le trend normal de nos investissements dans l'industrie. Bon, il n'y a plus qu'à. Je vous laisse. Et puis, un enjeu européen. Il y a quand même un enjeu européen assez central. On a parlé du mécanisme d'inclusion carbone aux frontières, qui est un mécanisme essentiel parce qu'on ne peut pas être ceux qui investissons, prenons des risques et produisons à un coût plus élevé et on admettrait dans le même temps des marchandises qui sont très lourdes en émissions carbone et qui sont produites à un coût de revient plus faible parce qu'elles ne supportent pas les mêmes injonctions et contraintes en matière environnementale. Donc sur ce sujet-là, le fait que la présidence française de l'Union européenne intervienne au premier semestre 2022 nous met en position d'être instrumentaux dans l'obtention de la mise en œuvre de ce mécanisme. Vous savez que la Commission européenne va faire une proposition en début d'année prochaine. Ça veut dire que derrière, il y aura des négociations et on peut faire l'hypothèse que si on pousse avec beaucoup de détermination au fil des présidences et notamment au cours de la présidence française de l'Union européenne, on soit en capacité d'avoir un mécanisme qui fonctionnerait à compter de début 2023 sur les secteurs sur lesquels on travaille de manière privilégiée, avec l'objectif d'étendre évidemment ce mécanisme. Et dans un premier temps, on regarde des secteurs comme l'acier, comme le ciment, comme l'aluminium, parce que ce sont des terrains de jeu où on arrive à bien prendre en compte les procédés de fabrication et l'empreinte carbone différenciée entre différents pays. Ça a été démontré dans une étude présentée un peu plus tôt, et c'est extrêmement intéressant dans le dialogue qui va s'ouvrir au niveau européen sur cette question de taxe carbone aux frontières. Mais cette concurrence, elle se fait au niveau international avec des pays très lointains, mais elle se fait aussi à l'intérieur de l'Europe. Comment vous percevez cet enjeu, cette concurrence sur l'intensité carbone, cette concurrence de production ? Moi, je trouve intéressant de voir un certain nombre de pays qui ont une énergie carbonée importante. Je pense notamment à la Pologne, qui est un pays industriel avec beaucoup de centrales à charbon, qui, après avoir été dans des démarches de blocage sur les trajectoires de réduction de nos émissions carbone, ont changé de pied et disent « Ok, on prend ce défi, mais il va falloir nous la démarche ». Et on peut comprendre d'où ils parlent, puisqu'ils vont devoir changer leur mix énergétique assez profondément. Mais là aussi, c'est là où on voit l'intérêt d'être dans un marché unique et avec une solidarité entre pays. L'enjeu, c'est effectivement de transformer ensemble nos mix énergétiques et de parvenir à des productions qui soient plus légères en carbone, sans avoir ce qu'on vit au plan mondial, c'est-à-dire cette hypocrisie finalement de réduire les émissions de nos activités, mais de continuer à importer de plus en plus des tonnes de carbone. Donc ce défi, on le prend ensemble, et vous avez pu constater que lors du Conseil européen de la semaine dernière, la trajectoire de réduction de 55% des émissions de CO2 pour 2030 a été confirmée, ce qui veut dire que pour nous, c'est
autant de trajectoires à décliner secteur par secteur. On avait commencé à le faire dans l'industrie sur les 4 filières les plus émettrices. Et c'est de regarder, lorsqu'on pose des jalons, quels sont les points de passage en 2022, en 2025, en 2028, en 2030, pour être au rendez-vous en 2030. Très bien. Écoutez, Madame la Ministre, merci infiniment d'avoir été parmi nous. Nous allons poursuivre avec une table ronde pour détailler et préciser tous ces enjeux. Merci encore d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci Madame la Ministre. On va effectivement poursuivre sur des solutions carbone, solutions bas carbone dans l'industrie. Concrètement, comment ça se passe ?